Alors, ceux qui me connaissent savent que bon, la guérison de la mémoire, ça me tient à cœur, mais en fait, il y a une raison, je dirais, profonde à ça, c'est que j'ai été converti par une expérience de guérison intérieure. Et cette expérience, qu'est-ce que ça a fait? Ça m'a dit, ben Martin, tu n'es pas condamné à traîner tes blessures, de retomber dans les mêmes échecs, les mêmes impasses. Je te donne un cœur nouveau, je te donne un esprit nouveau, je te donne un avenir, une espérance. Puis je me suis dit, mais si on peut vivre ça au plan individuel, pourquoi est-ce que ça ne se vivrait pas au plan collectif? Puis d'ailleurs, cette parole-là, je vous donnerai un cœur nouveau, ça vient d'Ézéchiel, et c'est Dieu qui le dit à tout le peuple. Hein? Je vous ramènerai sur votre terre, je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. Alors c'est à tout le peuple que s'adresse cette parole, et nous ramener sur notre terre. On va en parler à la fin de l'enseignement. Alors, ce n'est pas une méthode clé en main d'évangélisation dans le contexte québécois que j'ai, mais c'est simplement une espèce de réflexion un petit peu, c'est de voir c'est quoi d'abord nos grandes blessures comme peuple, et puis de voir aussi nos grandes richesses, puis qu'est-ce que c'est peut-être une thérapie qu'on peut imaginer pour cette guérison de la mémoire. Et au Québec, bien, on vit, comme vous savez, sur une grosse fracture parce que l'Église a été vraiment au fondement de l'histoire de notre nation. Et puis là, elle est fondamentalement rejetée, ce qui fait qu'il y a une espèce de paradoxe québécois. C'est très, très particulier. Ça s'est vécu dans tout l'Occident, mais au Québec, ça a été particulièrement violent et rapide. Même si on appelait ça une révolution tranquille, en fait, ça a été vraiment un tremblement de terre ontologique là, dans l'être même. Alors certains pourraient se dire, pragmatiques, bon, il faut tourner la page, ça c'est de la vieille histoire, maintenant le Québec est nouveau, mais on sait très bien que l'identité est enracinée dans l'histoire, dans le passé. On sait très bien que la maladie d'Alzheimer, c'est pas de la démence, c'est des personnes qui perdent la mémoire, puis ils perdent la notion de ce qu'ils sont. Et un peuple peut perdre la mémoire, puis devenir étranger à lui-même. Donc, première partie, un petit peu le diagnostic. Qu'est-ce qui est arrivé dans notre histoire qui fait qu'on s'est retrouvé dans ce paradoxe québécois? Alors, c'est un peu ma lecture de l'histoire, hein, mais bon, on sait que la première grande blessure, c'est évidemment la conquête anglaise. On ne parlera pas du problème aussi des Premières Nations, je n'ai pas tellement traité là-dessus, mais on va y revenir plus tard à travers un témoignage. Mais donc, et puis, bon, on dit, oui, la conquête anglaise, ça nous a traumatisés, ça nous a coupés de la mère patrie, puis on est tombé sous une domination étrangère. Mais à mon avis, la plus grosse blessure dans cette histoire-là, c'est le fait que on était une petite gang, hein, ils étaient 70 000 quand les Anglais ont conquis la Nouvelle-France. C'est à peu près la population de Drummondville, c'est pas grand-chose. Là. Mais il y avait 100 familles aristocratiques au Québec. Et dans l'Ancien Régime, les aristocrates, c'était vraiment les leaders de toute la société, depuis le plan religieux, militaire, administratif, éducatif. C'était vraiment le levain dans la pâte. C'est comme ça que ça marchait, l'Ancien Régime. Donc, quand vous avez toute l'aristocratie, il y avait 100 familles à peu près en 98 qui sont retournées en France parce qu'ils ne voulaient pas être sous la couronne britannique. Eh bien, on est un peuple, en fait, on s'est retrouvé orphelin. Et il y a un historien qui a dit, le Québec a été amputé, mais moi je dis, on a été décapité. Et on est comme un peuple nain. Et à mon avis, on ne s'est jamais vraiment remis de cette blessure. C'est une hypothèse personnelle, hein? Mais j'en ai parlé à des historiens qui m'ont dit, oui, c'est tout à fait, c'est difficile à prouver, mais en tout cas, et on voit ça on est un peuple qui a de la difficulté à vraiment se prendre en main, qui est toujours un peu provincial, hein, qui laisse les autres un petit peu décider pour eux. Et alors, vous savez, avec la Révolution tranquille, on a dit, oui, le Québec est en retard. Puis on a imputé ça à l'Église, mais je pense que ce retard, il est structurel. Il vient de cette décapitation. On est un petit peuple orphelin. Et ça va expliquer une autre chose très importante, une clé, c'est que décapiter, ou si vous voulez, l'aristocratie, c'est aussi l'âme au sens métaphysique du terme. L'âme, c'est l'énergie organisatrice d'un corps. Si cette énergie part, bien, il faut la remplacer. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va avoir une âme supplétive, et c'est là où l'Église va rentrer en scène. Notamment après la révolte des Patriotes en 1837-38, où il y a eu une autre petite décapitation, un autre
paquet de leaders qui ont été virés de notre société. Alors, l'Église, petit à petit, le peuple, instinctivement, c'est comme accroché à l'Église. Vous savez, souvent on dit « Ouais, l'Église a exercé une domination ». Mais tu sais, ils ne sont pas tombés de Mars, là, les curés puis les évêques. C'est pas des agents secrets du Vatican qui ont dit « On va noyauter le Québec », puis... Non, c'est le peuple québécois qui, de lui-même, s'est accroché à la religion, à sa langue, et puis qui a construit cette... Alors, donc, l'Église va prendre une place de marraine, d'une certaine manière. Les parents sont partis, bien, on va adopter. Mais le problème de ça, c'est que ce n'est pas vraiment le rôle de l'Église. Elle l'a fait comme dans une urgence vitale pour notre peuple, mais ce n'est pas vraiment le rôle d'une Église de remplacer les leaders. Alors, ça crée une situation ambivalente, c'est que, de fait, on doit à l'Église une part importante de notre survivance et de la survivance de notre identité, mais ça s'est fait au prix d'une domination qui, à un moment donné, est devenue trop forte et qui n'était pas, encore une fois, je pense, la vraie posture d'une Église dans une société équilibrée. Et à un moment donné, ça a été trop. L'Église était partout, puis les anciens l'ont ressenti, ça, une espèce d'autoritarisme. Alors, arrive la deuxième grande blessure ou césure, c'est la Révolution tranquille, qui va être comme une grosse crise d'adolescence. Tu sais, on fait péter toute l'affaire là, parce qu'on est tanné de ce paternalisme, de ce maternalisme d'Église. D'une certaine manière, ça pouvait être une bonne chose, dans le sens que dans l'adolescence, il faut s'opposer aux parents pour s'affirmer soi-même. Donc, il y avait quelque chose, il y avait un besoin de modernisation du Québec. On ne pouvait plus rester dans cette chrétienté qui était vraiment de style médiéval, en fait. De ce côté-là, on était en retard. On n'était pas en retard au plan économique, comme beaucoup de gens l'ont dit, et tout ça, c'est pas vrai, on était au même niveau de l'Ontario. Mais au niveau de la structure du rapport entre société et Église, il y avait quelque chose qui avait besoin d'être rafraîchi et modernisé. Donc, la Révolution tranquille aurait pu être vraiment une occasion de reformuler le rapport entre l'Église et la société. Mais au lieu de ça, ça s'est emballé et c'est devenu une entreprise de déchristianisation. Puis là, on peut dire qu'au Québec, on est dans l'anticatholicisme systémique depuis 60 ans. On sort la religion de tout, depuis la conscience individuelle jusqu'aux structures de l'État, la famille, l'enseignement, l'école, partout, c'est le balayage. C'est un peu commun à tout l'Occident. Hein. Il y a un rapport au passé qui est maladif. Aujourd'hui, on le voit bien. Alors, après l'adolescence, normalement, on devrait arriver à l'âge adulte. Qu'est-ce qui se passe à l'âge adulte? C'est que tu arrêtes d'envoyer paître tes parents, puis à un moment donné, tu fondes une famille, tu as des enfants. Il y avait André Comte-Sponville, j'avais vu un témoignage, lui, il est athée, tout ça. Puis il dit, moi, j'ai tout envoyé balader les valeurs de mes parents. Puis quand j'ai eu des enfants, il dit, mais avec quelles valeurs je vais les éduquer? Il dit, je vais prendre les valeurs de mes parents. Mais un petit peu quand même mise à jour, tu comprends? C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ça ne marche plus dans le temps, puis il y a des nouvelles choses que le progrès fait arriver. Fait que tu fais une nouvelle synthèse. C'est ça l'âge adulte. Mais au Québec, ça n'arrive pas. On est toujours dans la négation. Fernand Dumont écrivait, un grand sociologue québécois, dans les années 60, nous avons assisté à un débordement de rancœur envers le passé. À peu près tous nos gestes d'avant ont été récusés. La Révolution tranquille est allée plus avant. Cette fois, la rupture a été consommée. Il a semblé qu'on devait apprivoiser l'avenir par un déni du passé. C'est fort comme formule. Apprivoiser l'avenir par un déni du passé. Pourtant, il y a des historiens qui ont fait des études et qui ont montré que la Grande Noirceur, c'était une grande erreur. Cette vision très monolithique d'un Québec archaïque où l'Église dominait partout, c'est pas vrai. C'est beaucoup plus nuancé que ça. Il y a toutes sortes de courants qui traversaient l'Église, notamment à travers l'Action catholique et l'influence de la doctrine sociale de l'Église, de Rerum Novarum. Il y avait une fermentation, on va en parler un petit peu plus loin, sociale très forte. Il y avait des syndicats, des coopératives, toutes sortes de mouvements de progrès, en même temps qu'il y avait aussi un conservatisme religieux. Donc, ça a cohabité cette vision monolithique, là, caricaturale. L'histoire a montré que c'est faux. Mais
Éric Bédard, qui était venu au premier colloque sur la guérison de la mémoire, il a dit il y a une différence entre mémoire et histoire. Parce que l'histoire, c'est ce qu'on étudie les faits, mais la mémoire, c'est ce qui reste dans la tête des gens. Puis on est pogné avec ce mythe-là. Ce mythe de la Grande Noirceur est très enraciné dans la tête des Québécois. Ça va être ça, le grand défi de la guérison de la mémoire, c'est que, en fait, c'est une guérison de l'intelligence, surtout, de ce regard. On va en parler un petit peu plus loin. Donc, la Révolution tranquille a provoqué une grande fracture dans notre identité avec une idéologie révolutionnaire, c'est-à-dire qu'avant, c'était les ténèbres, maintenant, c'est la lumière, puis plus on noircit derrière, bien, plus ça rend lumineux le présent ou les idées qu'on veut faire avancer pour faire le progrès. Et quand on regarde au plan social, humain, si on regarde un petit peu, si on fait un petit peu comment est-ce qu'on appelle ça, quand le médecin il prend tes signes vitaux, là, tu sais, ouais, le pouls, mais l'ensemble des signes vitaux, là, tu sais, quand on regarde depuis la Révolution tranquille, d'abord, on creuse notre tombe démographiquement. On est un peuple qui ne se renouvelle plus. Et avec 1,7 enfants, tout ça, on est en train, bientôt, probablement que la population va vieillir, puis la pyramide d'âge est en train de s'inverser. C'est-à-dire qu'il y a peu de jeunes qui vont porter beaucoup, beaucoup de vieux. Et alors ça, c'est l'aspect quantitatif. À la rigueur, c'est pas trop. Mais il y a un aspect qualitatif, de dégradation qualitative. C'est-à-dire que la famille québécoise, qui a été vraiment la cellule de notre corps social, est gravement malade, comme vous le savez. J'ai lu des statistiques qui disent qu'il n'y a qu'un enfant sur 5 au Québec qui aura le même papa et la même maman jusqu'à l'âge de 18 ans. Ça veut dire que 4 enfants sur 5 vivent soit dans une famille recomposée ou dans une famille monoparentale. On n'est pas là pour juger les gens, je veux dire, mais on voit comment, quand une société se coupe de ses fondements, dans quelle fragilité elle tombe, et elle entre dans cette modernité. Mais cette modernité, oui, ça nous a fait du bien. La Révolution tranquille, ça a permis notamment aux femmes de faire des études, d'entrer sur le marché du travail. Ça a démocratisé plein de choses, mais ça a amené aussi le grand vide spirituel de la modernité et le grand désarroi spirituel. Puis les Québécois, on est très bons à ne pas se regarder dans le miroir, je trouve. Hein, j'ai une étude qui est sortie, là, ça s'appelle Machin Québec, là, de la grande firme de... Hein? Code Québec. Et il dit, les Québécois se disent les plus heureux des Canadiens, mais c'est les plus gros consommateurs d'antidépresseurs. Il y a un problème, là, tu sais. Il dit, on pense qu'on est les plus généreux, mais on est ceux qui donnent le moins de temps pour le bénévolat. En tout cas, il y a plein d'affaires comme ça qui sont... voilà. Donc, la grande noirceur, elle est surtout dans la tête des Québécois. Pourquoi? Parce que cette lecture du passé, elle procède de ce qu'un journaliste français, Jean Sévillat, appelle l'historiquement correct, qui est l'outil du politiquement correct. C'est-à-dire, pour justifier nos nouvelles idées politiques sociales, il faut faire une certaine lecture de l'histoire. Je ne vais pas entrer dans tous les détails, mais le premier caractère de cet historiquement correct, c'est l'anachronisme, c'est-à-dire qu'on lit avec les valeurs actuelles le passé. Et il donne l'exemple de l'Inquisition. Il dit que l'Inquisition avait la faveur populaire au Moyen Âge. Ce n'est pas du tout l'image qu'on a. Nous autres, on pense que c'est bûcher, torture, condamnation. Il dit, ben non, il dit, les gens, le peuple, il faut comprendre qu'au Moyen Âge, ce n'est pas une époque individualiste comme aujourd'hui, matérialiste, c'est une époque théocentrique, c'est-à-dire on est centré sur Dieu et l'au-delà. Et c'est une société profondément communautaire, collective. Et le ciment de cette société, c'est la foi catholique, ce qui fait que les hérétiques étaient un peu comme les terroristes pour nous aujourd'hui. Les gens qui veulent déstabiliser nos valeurs qui sont la démocratie, les droits de l'homme, pour nous, c'est des menaces à notre société. Mais c'était ça, les hérétiques. Alors, je ne dis pas que c'est la bonne solution de les brûler. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on juge cette période-là, vous voyez, on dit c'est atroce. Et puis d'ailleurs, on a complètement gonflé les statistiques sur ces choses-là pour, évidemment... Puis un des traits de l'historiquement correct, c'est de systématiquement démolir l'Église. Un autre aspect, c'est la vision binaire, c'est-à-dire il y avait des bons et des méchants. Mais tout le monde sait bien que ça ne marche pas comme ça. La réalité, c'est plus compliqué que ça. Pour porter un jugement sur l'histoire,
Et ici, au Québec, il y a un truc qui revient tout le temps, c'est l'histoire de la pression à la natalité sur les femmes. Et voici ce que disent deux sociologues qui sont M. Montminy et Lemieux, deux sociologues de l'Université Laval, qui disent « On a tout dit de l'empire de l'Église sur les consciences de nos ancêtres, notamment à propos de leur comportement sexuel et du contrôle de la famille. Encore là, bien des jugements contemporains sont anachroniques et parfois odieux dès lors qu'ils appliquent aux conditions d'autrefois des critères d'aujourd'hui dont ils ne mettent pas en doute le caractère absolu. C'est-à-dire la société d'aujourd'hui, on a raison. Nous, on a les vraies valeurs, puis dans le temps, c'était des caves. Et alors, ils disent, dans les groupes à forte densité communautaire relativement isolés, où tous se connaissent, où l'interdépendance des familles est souvent condition première d'une prospérité précaire, tout comportement déviant remet en cause l'ordre social lui-même. Le clergé, mis en position cadre, défend cet ordre. Avoir de nombreux enfants dans un contexte où le groupe familial et l'unité productrice des biens consommés n'est pas reçu comme une contrainte, mais comme une richesse garantissant la prospérité à venir, un gage de développement. Alors, vous savez, ils disent une chose importante, c'est qu'on est un petit peuple qui a conscience de sa fragilité. Et la stratégie de l'époque, on peut la discuter, mais c'était de faire des enfants puis d'occuper la terre. Comme ça, les Anglais ne nous enlèveraient pas notre langue et notre religion parce qu'on serait nombreux, puis que, voilà, et pour être nombreux, bien, il faut faire des enfants. Alors, il y a eu toutes sortes de manières de vivre ça qu'aujourd'hui, on ne voudrait pas revoir. Comme on ne veut pas revoir l'Inquisition, d'ailleurs, même si on porte un jugement nuancé. Donc, vous voyez, c'est ce rapport au passé nuancé qui nous permet de quand même porter des jugements de valeur sur le passé, mais qui sont lucides. Alors, quels sont les remèdes à ces blessures, à ces guérisons de la mémoire et de l'intelligence, hein? D'abord, il faut savoir qu'une mémoire blessée, on le sait au plan individuel, c'est une mémoire sélective. On est fasciné par ce qui fait mal. Et regardez dans nos histoires familiales, papa, il a été autoritaire, maman a été castratrice, et puis on est fasciné par ça, puis après on ne voit pas tout ce que papa et maman ont fait de beau, de bon, de vrai dans nos vies. On n'est plus capable de le voir parce qu'on est fasciné par notre blessure. Et c'est ça qui peut se passer aussi au niveau collectif. Les Québécois sont plus capables de regarder objectivement. Voici ce que dit Louis O'Neill, ancien ministre de la Culture et professeur de sciences sociales à l'Université Laval. Dans son évaluation du passé, le Québec croyant est surtout enclin à retenir les aspects positifs du passé religieux, et ça en considérant moins les erreurs ou les faiblesses de ceux qui ont transmis l'héritage spirituel que la valeur de celui-ci. Et là, il prend une très belle métaphore. Saint Paul parle du trésor de l'Évangile transmis dans des vases d'argile. Les vases d'argile, ça n'a pas manqué au Québec. Mais ce qui compte pour le croyant, c'est le trésor, c'est-à-dire le don de la foi, le message de Jésus-Christ, un patrimoine culturel riche du double apport judéo-chrétien et gréco-latin, un précieux éventail de valeurs sociales, les assises de la civilisation occidentale. Voilà l'important, peu importe les failles du vase d'argile. Font partie de cet héritage des valeurs devenues communes aux hommes et aux femmes de bonne volonté qu'on retrouve dans les sociétés modernes. La dignité, la primauté de la personne humaine, l'assise familiale, le respect de la vie, l'égalité entre les personnes, les libertés démocratiques, le culte du travail, les normes de justice sociale, de justice distributive. Si le catholicisme social auquel Léon XIII a donné ses lettres de créance a connu au Québec un tel essor, c'est parce qu'il s'appuyait sur des fondements culturels et éthiques inscrits dans la foi. Furent également implantés, transmis les représentations de l'humanisme chrétien, les collèges classiques, les institutions religieuses ont été des foyers dynamiques de vie intellectuelle, littéraire et artistique. La culture s'est exprimée dans les livres, le bois, la pierre, les églises. Le plus rudimentaire chantier de colonisation possédait sa chapelle qui témoignait du souci de la verticalité. Les témoins de la foi furent de surcroît des pionniers du développement de l'action sociale. Ils nous ont laissé un vaste réseau d'institutions qui ont préparé l'entrée du Québec dans la modernité. Évêques au style d'entrepreneurs, éducateurs, éducatrices, curés, animateurs et proches des gens, aumôniers de colonisation, religieuses, fondatrices d'institutions hospitalières, cultivateurs et gens de métier, militants, syndicalistes, hommes d'affaires, fondateurs, gestionnaires de caisses populaires, tous ensemble dans un encadrement ecclésial omniprésent, ont construit une société originale, d'allure conservatrice et traditionnaliste, mais néanmoins ouverte à l'innovation. Le tout sur une assise de langue et de culture française,
Ainsi fut consolidé le Creuset où a pris forme le Québec moderne. Alléluia! C'est beau! Et puis ça, c'est un grand intellectuel qui nous dit ça, Louis O'Neill, qui nous a quittés. J'ai eu la chance de le connaître. Quand j'ai lancé l'Observatoire Justice et Paix, il m'a contacté puis il m'a beaucoup encouragé pour la guérison de la mémoire. Alors donc, comme tu disais, Guillaume, la guérison de la mémoire, c'est une affaire d'amour et de vérité. On ne peut pas aimer son histoire et son identité si on ne fait pas la vérité. Puis ça, encore une fois, on peut faire la comparaison au plan humain et familial. Il y a des choses à démêler, il y a des pardons à donner, il y a des réconciliations à faire. Il ne s'agit pas de passer de la légende noire à la légende dorée au plan collectif ou au plan familial. Mais pour aller au fond de la vérité et vivre cette réconciliation, il faut aussi beaucoup d'amour. J'ai comme ça un cousin tétraplégique depuis son adolescence qui s'est mis à écrire. Puis il a écrit une histoire de sa famille. Son père était alcoolique. Et évidemment, ils ont mené une vie d'enfer. Mais ce livre est très touchant parce qu'il dit la vérité. Mais il n'y a pas d'amertume, il n'y a pas de règlement de compte. Une espèce de bienveillance qui m'a touché. Et pourquoi? Mais parce que c'est sa famille. On en a juste une famille. Si tu craches dessus, tu te craches dessus. C'est la même chose pour notre société. Si on regarde avec mépris notre passé, c'est nous-mêmes que nous méprisons. Si nous nous coupons de notre passé, nous nous coupons de nous-mêmes. Alors, c'est une affaire d'amour et de vérité. Et pour nous aider à grandir dans cette vérité, à avoir cette vision objective, moi, je pense que c'est important de découvrir par ce que j'appelle des figures unifiantes, c'est-à-dire des grandes personnalités dans notre histoire qui ont montré comment l'identité traditionnelle du Québec, c'est-à-dire un métissage de la foi et de la culture, ont été des personnalités rayonnantes. Je pense à Pierre Boucher, il n'est pas très... Parce qu'on en connaît beaucoup, Marie de l'Incarnation, on connaît les stars du catholicisme, mais j'aime ça parler de gens qui sont moins connus. Pierre Boucher, qui a donné son nom à Boucherville, cet homme, il est venu au début de la colonie avec les Jésuites, il était célibataire, il est allé des années aider les Jésuites dans les missions, il a appris les langues autochtones, il s'est marié avec une autochtone parce qu'il rêvait de faire une famille interethnique, elle est décédée malheureusement jeune. Et puis, à un moment donné, il s'est retrouvé gouverneur de Trois-Rivières, et là, il y a 600 Iroquois qui ont assiégé Trois-Rivières. Il restait 50 hommes, les autres jeunes avaient été massacrés dans les semaines précédentes. Et Pierre Boucher, là, avec son muquet, ils ont tenu tête à 600 Iroquois pendant une semaine. Ils étaient tellement tannés, les Iroquois, qu'ils ont demandé à négocier. Et Pierre Boucher les a obligés à aller voir le gouverneur de la Nouvelle-France, à rendre des prisonniers. En tout cas, c'est comme les Thermopyles, ceux qui connaissent l'histoire grecque, là, c'est une poignée d'hommes qui a tenu tête à cette terreur iroquoise. Il y avait vraiment une espèce de charisme. Mais ce n'est pas tout. Après, on l'a envoyé en France voir Louis XIV pour plaider la cause de la colonie. Et il a écrit un mémoire que vous pouvez lire aujourd'hui où il parle de la faune, de la flore, de l'agriculture, il parle des Iroquois aussi. Et il parle de toutes les belles richesses qu'il y a dans cette société. Il a présenté ce mémoire à Louis XIV. Et bingo, c'est ça qui nous a fait venir les filles du roi, le régiment de Carignan, l'intendant Talon, et boum, la colonie a redémarré grâce à notre Pierre Boucher qui connaissait en plus toutes les langues, connaissait bien la culture autochtone. Et après, on lui a offert une grosse job dans la colonie. Il a dit non, il dit moi je fonde ma seigneurie, ce qu'a donné Boucherville. Et cette seigneurie, c'était le royaume de Dieu. Elle a reçu l'admiration unanime parce que c'était un homme juste, profondément chrétien. Et il est mort comme un patriarche avec, je ne sais pas, 15 enfants. Et aujourd'hui, il y a des descendants de Pierre Boucher dans toute l'Amérique du Nord. Et on lisait à Boucherville, le curé lisait le jour de l'an son testament, tellement c'était édifiant au plan chrétien. Pierre Boucher, ça c'est un de nos fondateurs. Plus proche de nous, ben, vous les connaissez, hein, Dorimène et Alphonse Desjardins se coupent profondément enracinés. C'est des paroissiens de Lévis, des dévots du Sacré-Cœur. Et puis cet homme, Desjardins, donc, il a lu Rerum Novarum, qui est la grande encyclique sur les questions sociales à la fin du 19e siècle par Léon XIII, qui a donné une impulsion sociale à l'Église catholique.
Puis il a lu sur tous les coopératismes dans le monde entier, puis il a fait comme panoramique sa potion magique. Il a inventé un coopératisme complètement original au Québec et qui a changé la face du Québec. Parce que c'est devenu une institution. Dans les villages, tu avais l'église, le couvent des Bonnes Sœurs, puis la caisse populaire. Et il a permis aux Québécois de sortir de l'économie du bas de laine ou de tomber dans les griffes des usuriers. Et l'Église, il a reçu la Légion, il est chevalier de l'ordre de Saint-Grégoire-le-Grand. Et le cardinal Louis-Nazaire Bégin de Québec a traversé le fleuve, il n'y avait pas de pont à l'époque, pour aller s'ouvrir un compte à la Caisse populaire, à Lévis. Dans la maison, vous pouvez y aller, vous pouvez voir où Dorimène tenait les comptes dans un livre, là, dans le portique de la maison. Toute l'Église l'a encouragé. C'est un homme qui a changé socialement les choses. Mais cette nouvelle formule de coopératisme, elle s'appuyait sur ce réseau de confiance qui est une paroisse. Parce que le coopératisme, ça demande de la confiance. Et c'est pour ça qu'au début, il s'est appuyé sur les curés. Parce que les curés savaient qui était solvable et qui n'était pas solvable. Il y a eu plein de curés qui ont été présidents au début de caisses populaires. Puis ensuite, ça s'est laïcisé tout naturellement. Ça s'est répandu dans tout le Québec. C'est pour ça que s'il y en a qui veulent s'occuper de la cause de canonisation de Dorimène et Alphonse Desjardins, c'est fantastique parce qu'ils ont les deux choses pour faire une enquête. Ils ont de l'argent, le mouvement Desjardins. Ça coûte cher canoniser quelqu'un. Et puis, ils ont des archives. Ils sont hyper documentés. Puis, il y a des livres qui existent sur l'histoire du mouvement Desjardins qui sont vraiment passionnants. Quand on lit ça, c'est de la catéchèse. Parce que tout nous parle de notre histoire, de notre religion qui est tressée avec l'action sociale de cet homme et de cette femme. Alors, quand j'ai présenté cette conférence à Montréal, on parlait surtout de la paroisse, les enjeux d'évangélisation. Et je voulais montrer, avec un témoignage de Natchin, comment la paroisse peut être un lieu de guérison de la mémoire. Vous savez, Natchin, elle a grandi avec ses grands-parents dans sa communauté, là, sur la Côte-Nord. Et puis, c'était une petite fille de bénitier. Tu sais, toute son enfance, elle l'a passée, son adolescence à l'Église. Elle jouait de l'orgue, elle servait. Elle aimait ça, l'Église. Elle était bien. Elle aimait ses grands-parents qui étaient super pieux, super catholiques. Puis, bang, arrive l'histoire des pensionnats, des scandales et d'abus. Elle est dans la vingtaine. Elle a claqué la porte du jour au lendemain. Elle a dit « Plus jamais je retourne à l'Église », écœurée complètement. Entre-temps, elle a un chum, elle fait des enfants avec son chum, puis il y a un de ses enfants qui disparaît pendant plusieurs semaines, je pense, plusieurs mois. Et là, je pense que c'était un jour de l'an, elle est allée voir la Sainte Vierge. Elle a dit « Écoute, Marie, là, si tu me donnes un signe aujourd'hui de mon fils, je te promets que je retourne à la messe. » Et puis, elle reçoit un texto le jour même. Son fils dit « Je suis vivant, inquiète pas, maman, c'est tout. » Fait que là, elle était pognée pour retourner à l'église. Puis là, elle trouvait ça plate. Et puis, elle était rendue à Québec, etc. Puis, une de ses amies dit « Ben, va donc à Saint-Thomas-d'Aquin, tu vas voir, c'est dynamique. » Elle arrive là, manque de bol, on pourrait dire, on dit en France. C'était la soirée de guérison. Et on levait la main pour qu'on prie. Fait qu'elle, elle lève la main. Grosse effusion de l'esprit, elle pleure, tout ça. Je pense que c'est le Père Brice qui annonce « Cours Alpha ». Elle monte dans Alpha comme on monte dans un train. Wouh! Puis elle arrive au week-end d'effusion de l'esprit. Guérison intérieure. Réconciliation avec l'Église, puis là, elle se prépare à se marier, etc. Et je me dis, mais c'est extraordinaire de voir comment l'Église, là, c'est vraiment son rôle, la réconciliation. Hein? Paul, il dit, c'était Dieu qui, dans le Christ, se réconciliait le monde, mettant sur nos lèvres la parole de la réconciliation. Nous vous en supplions, au nom de Jésus-Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Et on voit comment la guérison de la mémoire est à la fois la cause et le fruit de l'évangélisation. Alors, je terminerai en disant que, bon, on peut faire des grands débats sur la guérison de la mémoire, parce qu'aujourd'hui, il y a des idéologies qui sont très acides, puis qui ont une emprise énorme, ce qui fait qu'on a un rapport au passé qui est complètement tordu, etc. Mais la vraie guérison, je pense, de la mémoire, c'est la question de la transmission. Et ça vous touche, vous, vos familles, vos amis, vos enfants. Il faut que vous leur transmettiez cette belle culture que Dieu a donnée
Comme dit le psaume, heureux le peuple dont le Dieu est le Seigneur, heureuse la nation qu'il s'est choisie pour domaine. Alors, ça s'adresse notamment, là j'ai une vision maintenant d'un projet de villégiature, mais ce que je voudrais, c'est que les nouvelles générations puissent avoir accès à cette culture et ce patrimoine. Et on a eu un formidable encouragement dans ce sens de Jean-Paul II quand il est venu dans notre paroisse, parce que vous savez qu'on a eu un pape, un saint pape qui a dit la messe dans notre paroisse. Il n'y a pas beaucoup de paroisses au Québec qui peuvent dire ça, parce qu'il était sur le campus, et le campus fait partie canoniquement de notre paroisse. Et donc, c'était le 9 septembre, je crois, 1984, ou le 8. Et dans son homélie, voici ce qu'il dit, un petit extrait. « Votre devise est « Je me souviens ». Il y a vraiment des trésors dans la mémoire de l'Église, comme dans la mémoire d'un peuple. Retenez ça. Il y a des trésors dans la mémoire de l'Église, comme dans la mémoire d'un peuple. Vous saurez vous souvenir de votre passé, de l'audace et de la fidélité de vos prédécesseurs pour porter à votre tour le message évangélique au cœur de situations originales. Vous saurez susciter une nouvelle culture, intégrer la modernité de l'Amérique sans renier sa profonde humanité qui venait sans aucun doute de ce que votre culture a été nourrie par le christianisme. Et là, la phrase clé, « N'acceptez pas le divorce entre la foi et la culture. » N'acceptez pas le divorce entre la foi et la culture. À présent, c'est à une nouvelle démarche missionnaire que vous êtes appelés. Votre culture est non seulement le reflet de ce que vous êtes, mais le creuset de ce que vous deviendrez. Vous développerez donc votre culture d'une façon vivante et dynamique dans l'espérance, sans peur des questions difficiles ou des défis nouveaux, sans pour autant vous laisser abuser par l'éclat de la nouveauté et sans laisser s'installer un vide, une discontinuité entre le passé et l'avenir. Jean-Paul II, 8 septembre 1984. Je terminerai par une courte méditation biblique. J'ai toujours pensé que Moïse avait vécu une guérison de la mémoire. Parce que vous savez, Moïse est doublement orphelin. Il a été abandonné, comme vous savez, par sa mère à cause du génocide contre les Hébreux. Et ensuite, il a dû quitter l'Égypte parce qu'il a été pris en flagrant délit d'assassinat. Donc, il erre au désert. Et puis, il s'est trouvé une job, une femme, une situation. Mais c'est quand même un gars complètement déraciné. Et puis voilà que sur la montagne, eh bien, Dieu lui parle. Il lui dit, « Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Et c'est là que se produit sa guérison. Dieu le reconnecte avec ses racines. Il lui dit, « Tu n'es pas orphelin, tu es le fils d'une grande lignée, d'une histoire sacrée dans laquelle, aujourd'hui, je te rétablis. » Mais cette guérison n'est pas une fin en soi, vous savez, pour Moïse, parce que c'est la condition de sa mission. Il va descendre en Égypte pour dire à Pharaon, « Let my people go ». Mais c'est pour moi une parabole, la guérison de la mémoire au Québec. L'itinéraire est tracé. Il faut faire cette expérience de la reconnexion, personnellement et en communauté, pour être les témoins de cette libération, pour aller vers un peuple qui est devenu étranger à ce qu'il a engendré, et lui proposer de quitter le pays de la dissemblance pour aller vers la terre promise de l'héritage. C'est peut-être une vision ambitieuse, mais Moïse, quand on lui a dit sa mission, il a trouvé ça un peu extravagant. Mais, puis il va se heurter non seulement à Pharaon, mais à son propre peuple, au scepticisme de son propre peuple. Mais il me semble que l'heure d'un nouvel exode a sonné. Nous ne sommes pas orphelins. Nous sommes les héritiers d'une grande lignée qui remonte à Athènes, Jérusalem, Rome. Nous sommes les descendants d'une race courageuse qui, sur cet immense continent anglo-saxon, a tenu le flambeau de la langue française et de la foi et d'évangélique. Il est temps de redevenir ce que nous sommes. Amen, alléluia.